Cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos sur l'étude de l'énergie mécanique. Vous devez au préalable avoir regardé la première vidéo de la série qui définit l'énergie cinétique, le travail d'une force et énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Ensuite, dans la troisième vidéo, je vous montrerai des petits exemples d'application. Je fais d'abord un petit résumé de la première vidéo. Dans cette vidéo, j'avais défini l'énergie cinétique, qui est une forme d'énergie associée à un système qui se déplace. Cette énergie dépend de la vitesse v du système. L'énergie cinétique peut varier lorsqu'on applique une force au système au cours de son mouvement. La quantité d'énergie qui va être transférée par l'intermédiaire de la force s'appelle le travail de la force. Elle dépend de l'intensité de la force F, de la longueur du chemin parcouru pendant que cette force est appliquée, et également de l'angle formé entre le vecteur force et la direction du mouvement. Le travail peut être moteur, dans ce cas de l'énergie est apportée au système, ou résistant, dans ce cas de l'énergie va être retirée au système. On peut avoir aussi la situation où le travail est nul, et dans ce cas aucune énergie n'est apportée ni prise au système. Le théorème de l'énergie cinétique va traduire la conservation de l'énergie au cours de ce transfert énergétique. Il indique tout simplement que la quantité d'énergie cinétique gagnée ou perdue par l'objet mobile, qu'on note delta EC, est égale au travail transféré à cet objet par la force qu'il subit, qu'on note WF. Alors je rappelle juste que le symbole delta représente la variation d'une grandeur physique. Donc lorsque j'écris delta EC, cela représente tout simplement la soustraction entre l'énergie cinétique à un instant final, moins l'énergie cinétique à un instant initial. On va maintenant définir dans cette vidéo une forme d'énergie qui va être liée à la position d'un objet lorsqu'il est plongé dans un champ de pesanteur uniforme. Je rappelle que le champ de pesanteur est un champ lié à l'interaction gravitationnelle et qu'il existe au voisinage de tout astre massif. Il est noté vecteur G, et lorsqu'on est suffisamment proche de la surface de l'astre, de la planète, ce champ est uniforme, c'est-à-dire qu'il va être identique en tout point de l'espace. Le champ de pesanteur est vertical et orienté vers le bas. Tout corps de masse m situé dans ce champ va être soumis à son poids, vecteur P égale m fois vecteur G. Ce corps va également posséder une forme d'énergie qui dépend de son altitude. L'altitude z d'un point est simplement la position de ce point sur un axe vertical OZ qu'on va orienter vers le haut. L'origine O est choisie arbitrairement et puis on verra par la suite que la position exacte de O n'a pas vraiment d'importance. Donc lorsque un objet de masse m est plongé dans un champ de pesanteur uniforme et qu'il est situé à une altitude z, on peut lui associer une forme d'énergie appelée énergie potentielle de pesanteur et qui est le produit de sa masse par la valeur du champ de pesanteur G par la valeur de son altitude Z. Donc EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, est égale à M fois G fois Z. L'énergie est exprimée en joules lorsque la masse est en kilogrammes, G est en mètres par seconde au carré et l'altitude Z est en mètres. On voit donc que cette énergie est proportionnelle à l'altitude. Lorsqu'un corps monte en altitude, son énergie potentielle de pesanteur augmente et lorsqu'il descend, son énergie potentielle de pesanteur diminue. Définissons maintenant l'énergie mécanique. Alors, il s'agit par définition de la somme de l'énergie cinétique et de toutes les énergies potentielles d'un corps. Il existe d'autres énergies potentielles que l'énergie potentielle de pesanteur, mais celles-ci ne sont pas au programme. Et donc en ce qui nous concerne pour le moment, lorsque vous allez écrire l'énergie mécanique, on écrira tout simplement EM, énergie mécanique, égale EC, énergie cinétique, plus EPV, énergie potentielle de pesanteur, soit EM égale 1/2 de mv carré plus mgz. Au cours d'un mouvement, la vitesse v et l'altitude z peuvent éventuellement varier. Donc l'objet peut accélérer ou ralentir, monter ou descendre. Donc a priori, l'énergie mécanique est une grandeur qui va varier au cours du mouvement. Cependant, on va voir que dans certaines conditions, l'énergie mécanique va être conservée au cours du mouvement, c'est-à-dire qu'elle reste constante, même lorsque la vitesse et l'altitude changent au cours du temps. Cette propriété pourra alors être exploitée pour résoudre des problèmes et calculer des grandeurs physiques. Elle est en quelque sorte utilisée comme raccourci de calcul.
Alors qu'est-ce que j'entends lorsque je parle de conservation de l'énergie mécanique? On dit en fait que l'énergie mécanique d'un système est conservée lorsque la quantité EM reste constante à tout instant du mouvement, et ce qu'on peut également écrire delta EM égale 0, c'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Alors dans quelles conditions est-ce que l'énergie mécanique d'un système va rester conservée? Eh bien en fait ça va dépendre de la nature des forces qui s'appliquent sur le système au cours de son mouvement. Du coup on va classer en fait les forces en deux catégories, d'une part les forces conservatives et d'autre part les forces dites non conservatives. Alors tout d'abord, parlons des forces conservatives. Comme leur nom l'indique, ces forces sont celles qui, lorsqu'elles s'appliquent sur un objet et lui transfèrent un travail, ne vont pas faire varier l'énergie mécanique. Alors l'énergie cinétique, elle, va en revanche continuer à varier du fait de cette force, selon le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu dans la première vidéo. Ce théorème reste toujours vérifié. Mais sous l'action de la force conservative, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur va également varier, et de manière simultanée pour compenser la variation de l'énergie cinétique. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle vont être exactement opposées lorsque la force conservative s'applique. Ce qu'on peut écrire mathématiquement par l'égalité suivante, delta EC égale moins delta EPP. D'accord, la variation d'énergie cinétique est opposée à la variation d'énergie potentielle. Et par conséquent, comme la diminution de l'une est compensée par l'augmentation de l'autre, eh bien mécaniquement l'énergie mécanique totale reste constante. On peut interpréter cela comme une conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique ou inversement sous l'effet de la force conservative. Il existe un certain nombre de forces conservatives, mais la seule force conservative que vous devez connaître cette année, c'est le poids. Lors d'un mouvement, si le poids est la seule force qui fournit un travail au système, alors vous pouvez utiliser le fait que l'énergie mécanique se conserve. Il faut ensuite choisir judicieusement l'instant initial et l'instant final où vous allez exprimer l'énergie mécanique pour faire vos calculs et résoudre votre problème. Par ailleurs, si seul le poids s'applique et travaille, vous pouvez remarquer qu'en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on peut écrire que delta EC, donc la variation d'énergie cinétique, est égale au travail du poids. Et comme la variation d'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, on en déduit que le travail du poids est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Or, l'énergie potentielle de pesanteur ne varie que si l'objet a changé d'altitude, d'accord, si Z varie. Donc on en déduit d'une part que pour tout mouvement horizontal, pour Z égale constante, le poids ne va pas travailler, mais en revanche, si l'altitude change, alors on peut écrire que le travail du poids est égal à M fois G fois Z initial moins Z final, c'est-à-dire M fois G fois donc la variation d'altitude. Comment est-ce qu'on peut interpréter donc cette relation? Donc ça nous dit en fait que le travail du poids ne dépend pas du tout du chemin parcouru, on peut faire plusieurs chemins différents, mais seule la variation d'altitude est importante. Donc si le système est descendu entre l'instant initial et l'instant final, alors le poids va être moteur, et si le système est monté entre l'instant initial et l'instant final, le poids va être résistant. On décrit maintenant les forces non conservatives. Alors, quelles sont ces forces? Eh bien, il s'agit tout simplement de toutes les forces qui ne sont pas conservatives, tout simplement. Cela inclut tout d'abord les forces dont le travail va faire varier l'énergie mécanique du système. On peut y inclure des forces comme le frottement ou la force exercée par un opérateur qui tire ou qui pousse sur un objet, par exemple. Dans la catégorie des forces non conservatives, on y inclut également les forces qui font toujours un angle de 90 degrés avec le mouvement, donc ne travaillent jamais. Celles-là ne font pas varier l'énergie mécanique ni l'énergie cinétique, mais sont tout de même classées parmi les forces non conservatives. Il s'agit par exemple de la réaction du sol sur lequel est posé un objet, ou la tension d'un fil au bout duquel est suspendu un objet qui oscille, par exemple, dans le cas d'un pendule.
Si on fait le bilan de toutes les forces exercées sur un système, on peut écrire que la somme des forces c'est égal au poids plus éventuellement des forces non conservatives. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on peut dire que la variation d'énergie cinétique va être égale à la somme du travail du poids et du travail de toutes les autres forces non conservatives. Or, on a vu précédemment que le travail du poids est exactement opposé à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on peut écrire que delta EC égale moins delta EP plus le travail des forces non conservatives. En réarrangeant un petit peu la formule, donc en passant moins delta EP à gauche du signe égal, on peut écrire que delta EC plus delta EPP égale travail de toutes les forces non conservatives. Le travail des forces non conservatives est donc égal à la variation de l'énergie mécanique. Par exemple, étudions les forces de frottement. Le vecteur force de frottement est toujours opposé au vecteur vitesse. C'est une force non conservative qui fait un angle de 180 degrés avec la vitesse. Donc, le travail du frottement est toujours résistant, W de F est négatif. Si un objet en mouvement est soumis à des frottements, on aura toujours delta EM égale WF inférieur à 0. Par conséquent, soumis au frottement, l'énergie mécanique d'un système va nécessairement diminuer. Alors cette énergie ne disparaît pas de la nature, évidemment, car l'énergie est toujours conservée. Alors qu'est-ce qu'elle devient, cette énergie? Elle ne disparaît pas, mais se transforme. Alors en quoi est-ce qu'elle s'est transformée? En réalité, les forces de frottement réalisent une conversion énergétique en transformant l'énergie mécanique en énergie thermique. Cela va se traduire par une augmentation de la température de l'environnement dans lequel évolue l'objet en mouvement. Il est courant dans les problèmes physiques de négliger parfois les frottements pour pouvoir utiliser l'hypothèse que l'énergie mécanique se conserve. En effet, il n'est pas toujours évident de quantifier le frottement, c'est pas toujours une force qu'on peut mesurer facilement. Cette hypothèse de négliger les frottements est pertinente si la variation induite par ces frottements est très très faible. Par exemple, si les frottements ne font varier que de 1% par exemple l'énergie mécanique, il est acceptable de dire qu'en fait les forces de frottement sont nulles. Alors pour résumer, les systèmes que vous étudierez dans le cadre de l'énergie mécanique vont toujours être soumis à leur poids, qui est une force conservative, et éventuellement à d'autres forces non conservatives. Vous devez les identifier au préalable, et les forces non conservatives les plus fréquentes que vous rencontrerez sont les forces de frottement et la réaction d'un support, mais il y en a d'autres. Donc retenez que le poids fournit un travail au système, mais ce travail ne fait pas varier l'énergie mécanique, et on peut considérer que l'énergie mécanique reste constante. Le poids peut seulement faire varier l'énergie cinétique dans le cadre d'un mouvement qui fait également varier l'altitude. Lorsque l'objet monte en altitude, le poids fournit un travail résistant et l'énergie cinétique diminue. Lorsque l'objet descend en altitude, le poids fournit un travail moteur et l'énergie cinétique augmente. Donc, les autres forces non conservatives peuvent ou non fournir un travail en fonction de leur orientation, donc repérez bien ces forces afin de voir si elles travaillent ou non. Si elles font toujours un angle de 90 degrés avec le mouvement, alors aucun travail n'est fourni, donc ces forces n'influencent pas l'énergie du système. En revanche, si les forces non conservatives réalisent un travail, cela a pour conséquence une variation de l'énergie mécanique totale du système, et on peut citer donc les frottements, dont le travail est résistant et fait nécessairement diminuer l'énergie mécanique.